Yo les gens, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler un petit peu de nos dernières aventures. Alors avec Tess ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant qu'on est en Australie. Et il faut savoir qu'on a toujours alterné des périodes de travail parce qu'il faut bien manger et des périodes plus pour visiter, voir les lieux emblématiques, les parcs nationaux. Et là on était vraiment entre les deux, c'est-à-dire qu'on cherchait un lieu pour travailler, se faire de l'argent et en même temps qui puisse être sympa dans un cadre un peu atypique. Du coup, on est allé sur l'île de Great Keppel Island et vous allez voir un petit peu ce à quoi on s'attendait et ce qu'on y a vraiment trouvé. Dans la deuxième partie de la vidéo, vous verrez qu'on a été dans une ferme de vaches, on a joué un peu au cow-boy en fait, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide au référencement des vidéos, ça fait grandir la chaîne, puis ça fait plaisir. Allez, on est parti! Dans notre dernière vidéo, on s'est rendu sur la magnifique île de Whitsunday, on avait vraiment kiffé ça, mais on était un petit peu frustré de ne pas pouvoir y être resté plus longtemps. On était parti faire un petit peu de plongée et découvrir l'archipel des Whitsunday avec une compagnie type bateau tour, mais à 16h on devait être rentré. Donc ouais, on aurait bien voulu rester un petit peu plus longtemps pour voir un peu plus. Encore là, on a pris une compagnie qui était pas très chère, mais il y en a certaines qui peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars juste pour un trip. Il commençait à être temps en même temps qu'on se trouve un taf si on voulait pas être forcé de rentrer en France, faute d'économie. Du coup, quand tu voyages, t'as des choses à payer, t'as l'essence, t'as la bouffe, t'as le logement, et soit t'es riche, soit tu taffes. On avait besoin de temps et d'un lieu un petit peu confortable pour pas rester en mode ratatiner dans le van, stopper les dépenses et pouvoir trouver un travail. Du coup, on s'est rendu sur le site de LPX et après quelques recherches, on a trouvé un LPX sur l'île de Great Keppel Island et en échange de 5 heures de travail par jour, 5 jours semaine, on pouvait être logé, avoir la bouffe et puis vivre sur une île. Donc du coup on s'est dit bon bye, on y va. Apparemment c'était un job de housekeeping, donc en gros tu nettoies des chambres d'hôtel et on avait entendu dire qu'on pouvait possiblement faire nos jours de ferme là-bas. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les jours de ferme en gros en tant que backpacker en Working Holiday Visa, tu as le droit à 1 an, renouvelable une deuxième fois si tu bosses 3 mois en ferme, donc des jobs type fruit picking tout ça, renouvelable une troisième fois si tu bosses 6 mois en ferme. Et là, apparemment, on était sur notre 2e année et on avait possibilité de renouveler nos jours de ferme en restant là-bas. Donc on s'est dit, vas-y, on va essayer. À ce moment-là, je vais pas mentir, j'ai cru au Père Noël. Je me voyais déjà vivre 6 mois sur l'île avec un travail, un lieu sympa pour habiter, de la bonne bouffe, tout ça. Mais bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Du coup, on a pris le ferry pendant 45 minutes depuis la marina de la ville de Yeppoon, c'est la ville qui est juste à côté, et on a fait notre petit trip pour arriver sur l'île. Embarqué et on a fait la connaissance de Sean, genre c'est un guitariste qui va jouer ce soir pour un mariage. Il y a plein de gens derrière nous qui sont habillés tout beau pour un mariage et il va jouer pour le mariage. Du coup, on a un peu parlé avec, elle a grave sympa. Il reste juste ce soir et on va voir quoi. Keppel Island, juste là-bas. On a chargé toutes les affaires quasiment du van dans ces sacs là. Mon sac là il fait au moins 25 kg et en plus on a pris nos guitares juste là, donc on est bien encombré comme il faut. On vient d'arriver sur l'île. Ah bah c'est celui-là, Hideaway. Je dirais que c'est par là. Je dirais que c'est par là. Ah, Hideaway. Chargé comme un bébé. Est-ce que tu fais tes bras aussi? Ah oui. You guys been over here yet? No. Oh, sick. You don't even know where we're going. Oh, Yeah. okay. Where? Hideaway. Hideaway up here. Yeah. I'll tell you what, if you're into exploring abandoned buildings, there's a fucking dead resort over there. Dead Resort, Yeah. Well, if I have time, I'll take you guys through there. It's so great. Like dead bosses and shit. Ah, yeah. It's fucking Bon, comme je le disais, lui c'est Sean. En bref, lui c'est Sean, un guitariste chanteur qui venait jouer pour l'occasion du mariage qui se déroulait quand on arrivait. Et au final, on l'a pas vraiment recroisé après parce que en fait, il y avait énormément de monde et en plus de ça, avec toutes les têtes et les personnes qu'on a rencontrées dans cette journée-là, on l'a tout simplement plus recroisé. On a été voir à l'accueil et on s'est rendu compte qu'ils avaient pas l'air très au courant de notre arrivée et pas très bien organisés non plus. C'est donc Elora, une backpackeuse française, qui nous a accompagnés et accueillis jusqu'à notre tente. Et vous allez voir. Bon, on vient d'arriver justement dans notre petit logement, je vais le faire visiter. Enfin, visiter, ça va aller très vite. Et voilà, donc c'est ce qu'ils appellent une safari tente.
On a un petit frigo, un petit ventilateur, le petit miroir Et un peu d'espace quand même. et un peu d'espace, un lit. Puis voilà quoi. Je pense qu'on va être bien. Bon là, à ce moment-là, je réalisais pas parce que c'était tout frais. Mais en voyant où on allait dormir pour les prochains jours, je me disais il fallait pas être trop exigeant, mais franchement j'étais deg. Petit spoiler, à la base on devait rester 2 semaines, mais on est resté que 10 jours. Du coup je m'excuse pour le nombre de rushs. Je voulais filmer sur les derniers jours pour pouvoir m'imprégner et profiter d'abord. Mais finalement, on n'est pas resté, donc on fera avec. Par rapport à la tente, franchement, quand on est arrivé dans le lieu où il y avait justement toutes les tentes, ça ressemblait un peu à un camp de réfugiés en fait. Il y avait des fourmis qui étaient de la taille de mon petit doigt qui étaient dans notre tente. Il y avait du sable, il y avait de la terre. Ils avaient posé un bidon d'eau potable, mais à l'arrache sur une chaise dehors. Il y avait même pas le petit truc là pour servir, pour pouvoir boire. Du coup, ouais, c'était pas ouf. Les douches étaient de l'eau de mer, bon ça encore ça va, mais elles étaient vraiment archi crades. C'était vraiment pas des conditions terribles. Puis à la base, on pensait dormir dans une tente un petit peu sympa, parce qu'en fait, quand on avait été à Amsterdam, on avait pris un Airbnb, ils avaient des tentes un peu design, un petit peu quelque chose de neuf et de frais quoi. Avec de l'espace où tu avais un petit salon, mais tout est dans une tente. Et en fait, non, pas du tout. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est juste une petite pièce et c'est de la bâche au sol et ça sent le vieux. On a appris par la suite que les tentes, elles dataient de 30 ans. Elles avaient plus de 30 ans, ces tentes-là. Du coup, ça veut dire qu'elles n'ont pas été vraiment rénovées. Regardez, à côté, il y avait des tentes qui étaient un petit peu sur le sol, qui avaient été détruites avec... il y a eu des tempêtes, il me semble, et du coup, il y a eu des tentes qui sont toujours détruites, qui sont juste à côté de nous. Ensuite, les repas, c'était pas de la grande cuisine non plus. Donc tous les midis, c'était wrap. Donc tu te débrouillais, t'avais ton petit self-service, t'avais tes ingrédients, toujours les mêmes, et tu te débrouillais quoi. Le soir ça va, c'était un petit peu meilleur, c'était les chefs qui cuisinaient, puis on avait des différents plats chauds, et on pouvait choisir ce qu'on voulait, donc c'était plutôt cool. Bon, c'était pas incroyable non plus, mais c'était bon. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire qu'on est un petit peu tatillon, qu'on a déjà de la chance d'être sur cette île, qu'il y en a qui sont coincés en France à cause de ce Covid, mais bon, il faut qu'on recontextualise un petit peu. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on est sur la route, dans notre petit van. On est encore dans la saison humide, du coup on peut avoir des températures qui sont très chaudes. On a eu des températures qui pouvaient atteindre presque 40 degrés la nuit. Du coup il y a un moment quand tu voyages, t'as besoin un petit peu de te poser, sinon tu t'essouffles. Par exemple, la première fois que j'ai vu une plage australienne, je me suis dit « Waouh, une plage australienne, c'est génial !» Puis quand on a vu 50, au final tu regardes, tu fais « Ouais, c'est beau, c'est une plage quoi ». Du coup, ouais, il y a un moment dans le voyage, il faut que tu puisses te poser, t'avoir un minimum de confort pour que tu t'ancres un peu, souffler, prendre du recul pour pouvoir mieux repartir après et apprécier les choses. Au final, on voulait un lieu un peu plus confortable que notre van pour pouvoir faire nos recherches d'emploi et arrêter un petit peu les dépenses. Mais là, en fait, on s'est rendu compte qu'on devait bosser pour pas avoir les conditions qu'on voulait. Du coup, on n'était pas hyper convaincus. Après, concernant le job, c'était un job de housekeeping tout à fait normal. C'était correct. Donc, en gros, tu prends ton petit chariot avec tes draps, tes produits. Tu vas nettoyer la chambre, tu changes les draps, tu fais une chambre qui est toute propre. C'est vraiment pas compliqué. Puis, il y avait une bonne ambiance. En gros, la team était principalement composée de backpackers. Ils étaient à la recherche de leurs précieux jours de ferme. Et il y en avait certains qui bossaient sur l'île parce que tu pouvais te faire un petit peu de sous. D'ailleurs, en parlant de ça, on pouvait faire nos jours de ferme. En gros, on a appris qu'on pouvait passer à plein temps à housekeeping pour pouvoir valider nos jours de ferme et être payé, mais apparemment c'était 400$ par semaine, ce qui est vraiment très peu, sachant qu'en Australie tu peux faire des salaires qui peuvent être à parfois plus de 1000$ la semaine, donc c'était vraiment pas intéressant. On s'est dit qu'on pouvait trouver autre chose. Du coup, quand on nous a proposé est-ce que vous voulez bosser à plein temps, faire vos jours de ferme, on a dit non merci. Après ouais, concernant l'ambiance, c'était vraiment une ambiance qui était top. Il y avait toutes les nationalités, il y avait argentine, américaine, anglaise, espagnole, il y avait des français, il y avait vraiment un peu de tout. Et on a vraiment passé des super moments avec eux, ce qui venait contrebalancer un petit peu avec le reste. On a fait quelques soirées de jam sur la plage en mode percussion, guitare, chant, c'était vraiment super cool, avec le coucher de soleil magnifique juste devant nous. Enfin, c'était vraiment une super expérience. Et d'ailleurs, en parlant de musique, c'est ce qu'on a fait principalement au final de notre temps libre, parce que vu qu'on n'avait pas d'espace, soit on allait se balader, soit on allait faire de la musique, quoi. Parfois pendant genre 3 heures par jour. C'est pas mal en fait. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Vivre sur Great Keppel Island, comment c'est ? Disons que c'était à la recherche de plages paradisiaques, de soleil mais qui te crame pas trop la peau, d'une eau bleu azur, de palmiers, de coco. C'est exactement ça. On a pu voir Selving Beach, Monkey Beach, Long Beach, sans croiser quasiment personne pendant plusieurs heures. C'est vraiment genre désert quoi, il y avait pas de touristes, c'était cool. Et vu qu'il y avait pas de touristes et que c'était vraiment désert, nous on s'est mis à l'aise. Bonjour. Où sommes-nous aujourd'hui, Cédric? Nous sommes sur la plage de Fisherman Beach. Vu que j'ai pas de chapeau, et qui dit pas de chapeau dit
tu mets la première serviette que tu trouves dans ton sac. Ça me fait une super vision à tout droit quoi, genre j'ai pas les périphéries. Mais c'est pas grave, si je veux regarder la plage, je fais comme ça. Parce que ici il n'y a pas de route vu qu'on est sur une île, donc on fait tout à pied. Voilà. Mais ça va, hein, c'est cool. Puis le sable il est pas vraiment chaud. Ah, c'est encore un sable qui fait I might. Et apparemment sur le chemin de randonnée, pour accéder dans les plages, on peut voir des chèvres sauvages. Ah bon? Ouais, je te jure, j'ai vu ça. Des chèvres? On était en train de parler des chèvres sauvages et elles sont juste là. Une petite. Sans le bouc. Je vais pas trop l'approcher parce qu'il a l'air pas très content. Ah mais c'est le chemin de la plage en fait ici. Hello buddy. Tu viens? Mais je crois que c'est par là, hein. Il y a un chemin là. Ouais, elles sont parties. Bon bah plus tard les chèvrettes. C'était carrément hors du temps, il y avait juste nous, la nature, on était entouré par la magnifique végétation, le bruit des vagues, un soleil qui est pas trop chaud, mais assez chaud quand même. Franchement, c'était vraiment top. Je trouve pas d'autre mot que magique en fait. Malheureusement, les jours d'après, ça s'est un peu gâté. Le temps, il a commencé à tourner à la pluie. Du coup, on n'a pas pu profiter de tous les tracts de randonnée qu'offrait l'île. Et il y en a vraiment pas mal. Je crois que sur l'île, il y a quand même 17 plages, donc il y a vraiment de quoi se balader. Le problème, c'est qu'une île paradisiaque, quand il pleut, ça perd un peu tout son intérêt. Donc la quantité de choix, elle est vite limitée. Soit tu vas au bar et tu fais comme tout le monde, tu picoles. Soit t'es comme nous et c'est pas trop ton truc. Et dans ce cas, tu restes dans ta tente. Et comme je le disais tout à l'heure, on a passé la plupart de notre temps à faire de la gratte. Du coup, c'est ce qui occupait la plupart de nos journées. Le week-end il arrive et on décide de partir dimanche à cause du temps et aussi à cause des conditions que j'ai évoquées précédemment. Du coup on annonce ça à tout le monde et Laura, elle nous a un petit peu chauffé, pour pas dire en fait obligé, à monter sur scène le samedi soir pour pouvoir faire un petit concert improvisé. Il y a John, un Écossais qui avait l'habitude de jouer quasiment 2 fois par semaine, voire même parfois plus, sur la scène, qui nous a tranquillement installés après qu'il soit passé. Et on a fait comme ça un petit concert improvisé pendant, je sais pas, on a joué peut-être 5-6 musiques, pas plus. Et au début c'était un peu du stress, parce que on n'avait pas préparé quoi. Et une fois qu'on était lancé, franchement c'était grave cool. Je pense que c'était la meilleure manière de conclure cette aventure sur l'île de Great Cape Ale. Et ça restera un super bon souvenir. Puis il y avait une bonne ambiance, c'était juste avec le staff, il n'y avait pas trop de clients, on était là, on était sur une petite scène, on faisait notre truc, on était contents. Du coup, le lendemain matin, le dimanche matin, on a pris nos affaires, on a repris le ferry et go back to Yepon.
Donc on a pris le van, on a été jusqu'à Rockhampton, la ville juste à côté de Yeppoon, et on s'est pris un motel, on y a passé peut-être 2 nuits. Et en parallèle, on a regardé un petit peu par rapport aux offres d'emploi, parce que oui, on avait toujours ça dans la tête quand même. Et on s'est rendu compte que on avait eu que 2 propositions, non, que 1 proposition en fait. Et c'était un job dans une cattle station, donc une ferme de vaches comme je disais tout à l'heure. Donc il y avait un job station hand, donc du coup cow-boy en gros, et un autre job de au pair. Et on s'est dit bon, c'est quand même à 1400 km, mais on n'a rien d'autre. Du coup c'était parti. Bon, je vous rassure, 1400 km, on les a pas fait sur la journée. On l'a divisé en 5 jours pour éviter justement de rouler trop longtemps et pas de s'épuiser avec la route. On est arrivé à Julia Creek, c'est une ville qui est principalement composée, c'est même pas une ville en fait, c'est un patelin paumé et c'est principalement composé de cow-boys. Et après 1h30 je crois à rouler sur de la gravel road, donc c'est de la route de cailloux au final, donc c'est pas bitumé. On est arrivé enfin à la Numildan Station. À première vue, le lieu avait l'air totalement charmant. On y a rencontré Hayley, Chris, c'était les boss, et leurs enfants Charles et Tiffany. Il y avait aussi Damie et Jamie, c'était un autre couple d'Australiens. Damie c'était la cuisinière et Jamie c'était en gros mon coéquipier en tant que station hand. Franchement on y est arrivé, ça avait l'air tout à fait correct. Ils avaient l'air vraiment genre tous passionnés en fait par leur travail, et je dirais qu'ils étaient tellement passionnés au final que leur vache elle passait limite avant toi. Je crois que leur vache elle passait limite avant toi en fait. Ouais, on a un autre jour, je sais, mais je fais ce que je veux. J'étais engagé comme station hand et Tess comme au pair. Et à la base, on cherchait tous les deux une position de station hand, mais c'était pas possible du tout. On n'a pas trouvé vraiment après toutes les recherches qu'on a fait, on n'a vraiment rien trouvé. Du coup, Tess a dû se conformer à juste l'idée de faire au pair. C'était pas gagné d'avance. Vous allez voir qu'en fait, en plus, on n'est pas tombé sur le meilleur endroit, je pense, pour faire au pair. Mon rôle, c'était station hand. Du coup, je m'occupais des vaches, j'étais littéralement cow-boy, garçon-vache. Et en gros, mon rôle principal, c'était souvent de faire ce qu'ils appellent le mostering, c'est-à-dire le regroupement. Donc on avait des quads. Avec ces quads-là, on se rendait sur les énormes terres qu'ils avaient, parce qu'en fait, les vaches sont en liberté. Je crois que sur le terrain, c'était quelque chose genre 100 km sur 30 km de largeur, ou de longueur, ça dépend comment on voit ça. On devait aller chercher les vaches très très loin sur les terres, avec nos petits quads, les regrouper à 3 ou à 4, ça dépendait du nombre de personnes qui étaient disponibles, les klaxonner pour leur faire peur, pour pouvoir les regrouper, les amener dans la direction qu'on voulait. Du coup, il faut savoir que c'est pas vraiment un job facile, parce que ça peut paraître cool comme ça, ouais, t'es dans la nature, t'es dans la outback australien, t'es vraiment dans la pure expérience australienne. Il faut savoir qu'en été ici, il peut parfois faire 45 degrés, parce que t'es dans l'outback. Là, on était encore bien, on avait peut-être du 35 degrés, mais bon, tu fais du mostering pendant 3 heures, c'est-à-dire que pendant 3 heures, tu roules après les vaches pour pouvoir les garder dans un rang, pour pouvoir les amener dans la direction que tu veux. Et si tu te couvres pas tout le corps, avec d'ailleurs ce genre de vêtements-là, tu crames quoi. Après, c'est la outback, donc du coup c'est sauvage, t'as beaucoup d'arbres à éviter, faut faire attention parce que le terrain il est pas forcément plat, t'as plein de petites bosses tout le temps, donc si t'es pas stable sur tes appuis, tu peux vite tomber de ton quad, et puis un quad ça pardonne pas les accidents. En plus de ça, vu que comme je l'ai dit, t'as plein d'arbres, t'as des magnifiques golden orbs qui peuvent se mettre entre chaque arbre et qui tissent leur toile, donc du coup si tu fais pas gaffe, tu peux vite te prendre une toile d'araignée dans la tête. Vu la gueule des araignées en Australie, je crois que t'as pas envie de te prendre ça sur la gueule. Ouais, c'était pas facile du coup comme job, mais c'était pas la partie vraiment qui était le plus dur. En soi, t'es dans la nature, t'es là, t'es avec tes vaches. Personnellement, je me suis rendu compte que au bout de quelques fois de mustering, c'est pas non plus quelque chose que j'adorais, que j'avais un peu l'impression d'être le bourreau des vaches qui les forçait à avancer sous le soleil. Et dans ce troupeau-là, il y avait des bébés et tout ça, enfin ils étaient fatigués et bon, ça faisait un peu mal au cœur quoi. Mais c'était clairement pas la partie la plus dure du job, parce que je détestais vraiment dans ce job-là et que je pourrais pas refaire station hand. C'est la partie castration, le passage au fer et le coupage des cornes. Alors je m'explique, que je vais pas vous montrer les images, parce que de toute façon j'ai pas été autorisé à filmer, parce que vous vous doutez qu'ils ont peur d'avoir des représailles par rapport à la cruauté animale, tout ça. C'est tout à fait légal ce qu'ils faisaient. Ils sont obligés de faire ça, c'est le gouvernement australien, c'est normal, c'est comme ça. Ils voulaient pas que je prenne d'images, puis de toute façon je pense que vous avez pas vraiment envie de voir des images un peu sanglantes. Mais je vais quand même vous expliquer le processus pour que vous vous rendiez bien compte de ce que c'est vraiment. Comment ça se passe en tout cas en Australie. En gros, on était une chaîne, c'est-à-dire que les bébés, parce que ouais, ça se passe sur les bébés, le ferrage, coupage des cornes, coupage de couilles. C'était dans un enclos, on les mettait à part, trier les vaches, parce que ouais, il y a une partie du job qui s'appelle le drafting, c'est-à-dire qu'on trie les vaches, les adolescents, les mamans, les taureaux, les bébés. On les met dans différents enclos. Et là, pour la partie qui s'appelle ça le branding, donc le marquage au fer, il y avait 3 postes. Moi, mon poste, c'était celui à l'arrière, c'est-à-dire que je devais faire passer les vaches d'un petit enclos tout serré
jusque dans une allée assez grande pour faire passer juste une vache, pour pouvoir la mettre dans une cellule et les faire passer une à une pour qu'elles se fassent castrer, couper les cornes et marquer au fer. Ensuite, il y avait Jamie qui faisait passer la vache de la cellule jusque dans une sorte d'étau. Au moment où on ouvrait la cellule, la vache se mettait à courir et on devait plaquer la vache contre un étau pour pas qu'elle puisse bouger. On faisait tomber l'étau à terre. Jamie tenait la jambe de la vache pour plus qu'elle bouge. Pendant ce temps-là, il y avait Chris qui coupait les cornes, enfin les pousses de cornes, c'est pour pas qu'elles se blessent entre elles et pas qu'elles blessent de gens apparemment, ils sont obligés de faire ça. T'avais Ellie qui coupait les couilles. Une fois que Chris ou Ellie avait fini, le premier qui avait fini, marqué au fer avec les 3 lettres qui représentent la race de la vache, il me semble. L'étau il est libéré et la vache elle se barre en courant. C'est un peu choquant, enfin moi la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait un truc quoi. J'étais pas forcément bien. On voit la vache après qui part comme ça et puis elle a les cornes coupées, mais c'est vraiment coupé à ras, du coup il y a du sang qui fait... Personnellement je trouvais ça un peu barbare et rien que pour cette raison là je pense que je pourrais pas refaire forcément du station end job parce que c'est pas par rapport à ma sensibilité sur les animaux, ça m'a fait un truc quoi. Après ça c'est resté une partie du job, souvent on le faisait 1 ou 2 fois par semaine, ça dépendait. La plupart du temps c'était du mostering, du coup que ça soit en quad, donc là tu bouffais pas mal de poussière, souvent vu que ça durait très longtemps, parfois ça durait 3 heures voire toute la journée, bah tu rentrais et puis t'étais complètement couvert de poussière, ta peau changeait de couleur, tes vêtements changeaient de couleur, finalement tu rentrais, t'étais noir quoi. Il y a d'abord la partie mostering qui va être en quad où on va trier les vaches, et ensuite il y a la partie drafting qui comme je disais tout à l'heure c'est trier les vaches par genre, par sexe, etc. qui va être elle à pied. Du coup, je me suis retrouvé à crier sur des vaches pour les effrayer, pour les faire avancer là où je voulais et à pousser des cris bizarres quoi. Enfin, vous allez voir. Hop, hop. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop. Allez, hop, 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 hop. Allez. Allez. Don't let one go. Yeah, no. Hop, 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 hop. Yeah. Après le reste du temps, quand on n'était pas en train de regrouper les vaches, on avait des petits jobs comme aller réparer des clôtures. C'est pas des clôtures comme ça que tu te dis bon voilà, faut juste planter des piquets et mettre tes barbelés quoi. Non, ça serait trop facile. Non, c'était des clôtures qui étaient dans une rivière où il y avait potentiellement des crocodiles. Bon, apparemment c'était pas dangereux, c'était que des crocodiles d'eau douce. C'était pas rassurant, t'as vraiment envie de te retrouver à côté de ça pour mettre des clôtures. Moi j'étais pas rassuré perso. Mais bon, ça reste une expérience assez cool. Je pourrais dire ouais j'ai monté des clôtures d'une rivière avec des potentiels crocodiles. Je dis potentiel parce que j'en ai pas vu pendant que j'étais dans la rivière. Mais une des fois on est rentré avec le 4x4 à la maison dans une des rivières, j'en ai vu un petit bébé crocodile. Donc s'il y a un petit bébé crocodile, ça veut dire qu'il y a une maman qui est certainement pas très loin. C'est pas rassurant. Mais bon, ça fait une bonne histoire à raconter comme ça. Pendant ce temps-là, Tess, elle s'occupait des enfants. Donc en gros, le but, c'était de les nourrir, de les changer, veiller sur eux, les occuper. Et c'était plutôt éprouvant mentalement, parce que Charles, il avait tendance à être plutôt vraiment hyperactif, il s'arrêtait jamais. Tiffany, c'est un bébé, donc il faut toujours avoir l'œil sur elle. Ça demandait beaucoup d'efforts à Tess de rester focus, sachant qu'elle avait jamais fait ça. Elle s'était occupée de ses cousins, il me semble. Elle n'avait pas d'expérience spéciale en tant qu'au pair, donc elle a dû vraiment s'adapter, s'investir, essayer de les occuper, trouver des jeux et faire ça en anglais. Déjà, faire ça en français, c'est pas facile avec des enfants parce qu'il faut se mettre à leur niveau, il faut savoir comment leur parler. Moi, personnellement, je suis incapable de faire ça. Et là, il faut le faire en anglais. Même si Tess parle très bien anglais, ça rajoute quand même un truc, ça rajoute une fatigue mentale. Le truc, c'est qu'on avait un problème avec Chris, c'est ce qui a complètement gâché notre expérience dans la cattle, c'était Chris le père, il avait plutôt tendance à croire son fils plutôt que les adultes. Alors je vais m'expliquer. Il me semble que Charles il avait fait une bêtise et du coup Tess l'avait puni, il l'avait envoyé au coin. Il se met à pleurer, il appelle son père, du coup Chris il arrive et il lui dit qu'est-ce qui va pas Charles, parle-moi. Donc Tess va voir Chris et lui dit si tu veux je peux t'expliquer ce qui s'est passé, je l'ai puni, il a pas été sage. Et il lui dit non, je vais aller parler à mon fils. Okay. Il va dans la pièce d'à côté, il va parler à Charles, Tess était dans l'autre pièce. Elle l'a entendu dire « Mon fils, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux me parler, parle-moi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle t'a poussé du trampoline ? C'est pour ça que tu pleures ? Elle t'a poussé du trampoline ?»
Mais le mec, il insinue des trucs, c'est des accusations graves. C'est pas normal d'accuser les gens comme ça, puis il va croire son fils. Il cherchait à enlever les mots de la bouche de son fils, et ça c'est grave. Comme je le disais, Chris, c'est lui qui a rendu la situation infâme à la Cattle. Alors le mec, il est vraiment raciste par rapport au backpacker. Il y a une communication qui est impossible. Le gars, quand tu lui parles, il te regarde pas dans les yeux, il marmonne. Alors vous imaginez déjà l'accent australien, qui est quand même un accent assez prononcé. Enfin, je sais pas s'il est prononcé, mais en tout cas, c'est pas le meilleur accent pour comprendre l'anglais. What are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene. And he goes, don't be a hero, mate. And I said, I'm not trying to be a hero, but the police are coming. Mate. Mais en plus, on était dans la Outback, et lui, il avait un accent très très fort, et il parlait avec une patate dans la bouche, enfin je sais pas, il articulait pas quand il parlait, il te regardait pas, donc tu sais pas s'il te parlait ou pas. Du coup, ça aidait vraiment pas pour la communication, il te parlait jamais juste pour te dire si c'était mal, ce qui est pas vraiment très pédagogue quand c'est d'apprendre un métier, parce que moi, il faut savoir que comme Tess, j'y connais rien moi dans la Cattle. On a bossé dans une Cattle Station 1 an auparavant, mais c'était en tant que cuisinier, donc rien à voir. Du coup, la communication, elle était compliquée. Là, je vais vous citer 2 exemples un petit peu de ce qui nous a fait carrément fuir de cette Cattle là, parce que non, c'était pas possible. Il y a eu un premier épisode, ça s'est passé pendant que j'étais en mustering avec Jamie et Chris. C'était un jour, il faisait pas très très beau, donc conditions difficiles, c'est-à-dire que le terrain était boueux. Donc pour courir après des vaches, c'est compliqué, tu prends de la boue partout, t'es mouillé, t'es trempé, tu galères. Et en fait, les musterings, il faut savoir, c'est que ça se passe avec des talkie-walkie, ce qui aide pas vraiment pour la communication, parce que déjà, une conversation en talkie, quand tu parles en français, c'est déjà compliqué. Mais imaginez en anglais, avec un mec qui sait pas vraiment communiquer, c'est compliqué. Alors on s'est retrouvé dans des situations pas possibles. Enfin, je me suis retrouvé dans une situation pas possible, c'est-à-dire que on passait des portails, en fait c'est ça. On emmène les vaches dans une direction qu'on choisit, enfin que Chris choisit, et on doit les faire passer de temps en temps des portails pour pouvoir les amener dans la direction voulue juste après. Sauf que quand tu passes un portail, des fois tu te retrouves dans une sorte de grand pré immense et il faut connaître la direction. Et si on te dit pas la direction, bah tu peux pas savoir où c'est. Du coup, bah moi je me fais engueuler quoi. Le mec il est là au talkie, il est là en train de me dire Where's the fucking fence? Where's the fence? Je sais pas mec, où elle est ta clôture, j'en sais rien du tout. Je suis là en train de galérer, je me fais engueuler dessus, il est là en train de hurler dessus, me dire des fuck. Enfin, le mec il me parle comme une merde. Jamie, le gars censé être mon collègue australien, il est sous pression, du coup il se met à me gueuler dessus, je comprends rien, je suis totalement perdu. Il demande où elle est la clôture, mais moi je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette clôture là. Enfin bref, communication impossible, il me parle mal, il cherche pas à communiquer avec moi, il m'explique pas. Compliqué. Autre épisode, ça s'est passé avec Tess cette fois. Vu qu'elle était beaucoup à l'intérieur, parce que les gosses sortaient pas beaucoup, ils jouaient à l'intérieur de la maison. Elle a décidé d'aller faire une balade avec les gosses pour aller voir le cheval. Et il y a le chien. Ah oui, il faut que je parle des chiens. Ils avaient 2 Rottweiler, des bons gros molosses quoi, plus 2 chiens rescapés apparemment. C'est des chiens qui avaient été battus auparavant, qu'ils avaient récupérés, ce qui est cool. Il y avait Turner ce jour-là qui s'est mis à suivre Tess et les enfants près de l'enclos du cheval. Donc Tess était à côté de l'enclos du cheval, tout ça avec les enfants, tout se passait bien. Et là il y a Molly, le Rottweiler, qui a sauté au-dessus de la clôture, qui a foncé sur Turner, l'autre chien, qui s'est commencé à se mettre au-dessus, à voir le soumettre le chien. Ils sont restés immobiles pendant je sais pas quelques secondes. Molly a commencé à mordre Turner, mais vraiment violemment quoi, se battre quoi, et ça a commencé à couiner tout ça. Et Turner il a mal fini quoi, il a eu 5 plaies ouvertes mais on voyait les muscles quoi. Tess complètement choquée, elle essaie de rassurer les enfants, de prendre sur elle, tout ça. Elle crie à l'aide, il y a Ellie qui arrive, moi qui arrive en quad. Ellie sépare les chiens, va attacher Molly, tout va bien, les enfants ils ont rien, Tess elle a rien. Juste le chien Turner qui malheureusement s'est vraiment fait amocher, il a vraiment des grosses entailles, c'était pas beau à voir. Mais Tess elle est choquée, elle sait plus quoi penser. Et là c'est pas la cerise sur le gâteau parce que Chris, tout ce qu'il trouve à lui dire c'est de dire bah c'est de ta faute. C'est ta faute si mes chiens sont battus. C'est ta faute, tu sais pourquoi? Parce que avant on a eu un backpacker qui s'appelait André, qui était cruel envers les animaux, et je sais pas, il a fait un truc à mes chiens, et maintenant que mes chiens, quand ils voient des étrangers, ils se battent entre eux. Donc en gros, t'es une backpackeuse, donc c'est de ta faute. Mais le mec, c'est un malade, ouais, on était à un level quoi. Tess était choquée, et puis oui, c'était sa faute. Mais à part ça, les enfants vont bien, hein. Tess va bien, mais c'est quand même de sa faute. Enfin, hallucinant quoi le mec. Bref, vous vous doutez qu'avec tout ça, on n'était pas très chaud de rester. Mais ce qui nous a décidé à partir, c'est tout simplement que, faute de bonnes conditions, au bout d'un moment, il faut savoir qu'on se levait tous les jours à 5h du matin, qu'on finissait notre journée de travail à 19h, ce qui fait qu'on travaillait énormément. On avait toujours un petit break entre midi et 2, mais au final, tu commences tôt, tu finis tard, tu travailles toute la journée, c'est un travail qui est physique. Enfin, personnellement, pour moi, c'était physique et mentalement pour Tess. Du coup, t'es crevé à la fin de la journée, on a tenu, je pense, 2 semaines, mais la deuxième semaine, Tess elle est tombée malade, commençait à avoir de la fièvre, 39 de fièvre je crois, enfin des bonnes températures, vraiment pas bien du tout. On a décidé d'aller voir un docteur, le docteur il a dit c'est le travail, surmenage,
On est rentré de chez le docteur, on a été les voir et on leur a dit non, c'est bon, on arrête, on va s'arrêter là. On a pris nos affaires et le lendemain matin, on est parti. Parce que ouais, c'était pas possible quoi. Au bout d'un moment, quand tu mets ta santé en jeu, c'est qu'il y a un truc qui est pas cohérent. Puis dernière mauvaise surprise, à la base, ça devait être un job qui devait être plutôt payé convenablement. Avoir les repas inclus, une accommodation. On avait l'accommodation qui était correcte, mais on n'y passait pas tant de temps parce qu'on travaillait tout le temps au final. Les repas, bon comment vous dire? Je vais juste donner un exemple, ils nous faisaient de la soupe au sucre. Donc à partir de là, je pense que vous savez ce que j'en pense. Et par rapport au salaire, finalement, il était vraiment très peu élevé. Je crois que pour 2 semaines de travail vraiment intense, on faisait des très grosses journées, on a peut-être gagné l'équivalent de $1000. $1000, c'est ce qu'on peut faire en une semaine sur d'autres jobs où on fait 38 heures, 40 heures. Là, il faut savoir qu'on était carrément à 60 heures par semaine. Donc, ouais, non. On a pris nos clics et nos claques et puis on est parti, quoi. Du coup, on a repris la route jusqu'à Townsville. On s'est tapé, je crois, 9 heures de route. On l'a fait d'une traite parce qu'on voulait trouver un hôtel, un endroit pour se poser, puis juste récupérer quoi. Tess, ça commençait à aller mieux parce qu'elle est restée toute la semaine quasiment malade et on est parti à la fin de la semaine. Du coup, ça commençait à aller mieux, mais on avait besoin de récupérer. Moi, j'étais HS aussi. En fait, j'étais tellement focus dans le travail que je me rendais même plus compte que j'étais fatigué à la fin. On avait vraiment besoin d'un hôtel pour se poser et je crois que là, on n'a rien fait, mais vraiment rien du tout. On a fait Netflix, manger, dodo. Ouais, on a fait ça pendant 2 jours histoire de récupérer bien. Et ensuite, on s'est dit, il faut peut-être qu'on se trouve un autre taf. Mais bon, le truc, c'est que ça commençait à devenir compliqué de rester optimiste parce que c'était vraiment quelque chose dont on s'était investi, on y avait vraiment cru en ce job. On avait fait 1400 km, je le rappelle, pour aller jusqu'au lieu de travail. On était passé de Rockhampton jusqu'à Julia Creek. Après tout ça, c'est compliqué parce que ça coûte en fait de rechercher, ça demande du temps, de l'investissement. Il faut le vouloir, on trouve pas un travail comme ça. Bien que c'est facile de trouver un travail en Australie, vous allez le voir. Enfin bref, on n'a pas baissé les bras, on a continué à chercher et on a bien fait parce que je crois que la matinée, on s'est décidé à rechercher du travail. En 5 minutes, je suis allé sur le site Gumtree, donc c'est le bon coin australien en gros. Et la première annonce que j'ai trouvée, donc j'avais tapé couple job, donc job pour couple en gros, et je suis tombé sur un job de housekeeping, super bien payé avec l'accommodation comprise et le repas du soir. Du coup on s'est dit, on va appeler et on verra. Tess, elle a appelé. On est tombé sur Les, un anglais qui était adorable, qui nous a expliqué un petit peu le job. On a fait l'entretien au téléphone et il nous a posé une question qui était tellement mignonne pour un entretien d'embauche. Il nous a dit « Est-ce que vous aimez les chats ?» Et là, on s'est dit « Waouh !» Bah ouais mec, on adore les chats, moi j'adore les chats, enfin moi perso j'adore les chats, Tess elle adore les chats, enfin qui n'aime pas les chats, c'est tellement mignon. Parce que le mec, il avait 8 chats, forcément si on n'aimait pas les chats ça allait être compliqué. Mais là 8 chats on s'est dit, ok vas-y pas de soucis, on aime bien les chats. C'était un job de housekeeping, c'était parfait parce qu'on en avait déjà fait, et c'était dans un resort d'appartements 4 étoiles. Donc bref super, on se dit c'est génial, on lui dit écoute l'entretien il se passe bien, on lui dit nous on peut être là lundi, on peut être là directement quand t'as besoin, et je crois dans la journée ou le lendemain, je me rappelle plus exactement. Et il nous rappelle, il nous dit ok c'est bon vous avez le job. On a fait le job comme ça. Franchement on a passé 2 clics, on a juste cliqué sur 2 liens, on s'est retrouvé sur le site de Gumtree, on a appelé et puis on a eu le job. Parce que ouais en fait je me rends compte qu'en Australie c'est quand même relativement facile de trouver un travail. Comparé à la France, souvent tu vas envoyer ton CV, tu vas appeler mais ils vont te rappeler 2 semaines après, ils vont te faire passer un entretien, peut-être un deuxième entretien. Là ici c'était pas du tout ça, franchement on a passé un appel, on a eu le job. L'année dernière on avait travaillé dans une roadhouse, donc c'était une station d'autoroute en gros au milieu de nulle part. On avait fait l'entretien en tongs et en short, on avait eu le job en 5 minutes. Alors, franchement faut qu'on le dise, l'Australie c'est vraiment bien pour trouver du travail, ça donne confiance en soi et tu te rends compte qu'en fait tu peux faire ce que tu veux quoi. Tu peux travailler dans ce que tu veux, les Australiens vont pas se baser forcément sur ton expérience, ils vont se baser sur ta motivation, ton focus et ils vont se dire si t'es focus et t'es motivé, tu seras capable de faire le job. C'est juste ce qu'ils veulent voir. Le lendemain matin, on prend la direction Charters Towers à 1h30 de Townsville. On a découvert notre nouveau lieu de travail, il s'appelle Cairnrow. C'est encore une fois un lieu assez insolite, mais ça je pense qu'on va le voir dans une prochaine vidéo parce que la vidéo je pense qu'elle est déjà assez longue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de format, on essaiera d'en faire plus avec Tess. Sinon je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et dites-nous en commentaire également si vous aussi vous auriez aimé vivre sur une île déserte pendant une semaine ou jouer au cowboy dans une cattle station. Allez on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à la Gypsy. Tchuss.